Elle savait qu'elle n'aurait jamais dû répondre à cette annonce, mais elle l'avait fait quand même. Camille Moreau observait le paysage breton défiler par la fenêtre du train régional, ses doigts serrés autour d'une tasse de thé tiède qui avait perdu son goût depuis longtemps. 36 ans, une valise en cuir usé et un cœur qu'elle croyait enfin apaisé, voilà tout ce qu'elle emportait vers cette nouvelle vie. Les falaises de la côte bretonne se dessinaient au loin, sauvages et majestueuses, comme si elles gardaient des secrets aussi lourds que les siens. Le compartiment sentait la pluie et les cigarettes froides. Face à elle, une vieille dame tricotait en silence, ses aiguilles cliquetant dans un rythme régulier qui berçait presque Camille. Peut-être que c'est ça, le bonheur, pensa-t-elle. Des gestes simples, sans attente, sans déception. Paris lui manquait déjà, mais pas comme elle l'avait imaginé. Ce haine n'était pas l'effervescence des marchés aux puces ou l'odeur des croissants chauds qui lui serraient la gorge. C'était cette version d'elle-même qu'elle avait laissée derrière, celle qui croyait encore aux promesses murmurées dans l'obscurité des petits matins. Prochaine station, Tréhélan-sur-Mer, annonça la voix métallique du haut-parleur. Camille ferma les yeux. Elle avait répondu à l'annonce 2 semaines plus tôt, un soir où la solitude de son studio parisien était devenue insupportable. Recherche chef particulier pour château isolé, discrétion exigée, référence demandée, pas un mot de plus. Quelque chose dans cette simplicité brutale l'avait touché. Pas de sourire forcé, pas de fausses promesses de convivialité, juste un travail, un toit et la possibilité de disparaître un moment. Le train s'arrêta dans un grincement de frein. Tréhélan-sur-Mer n'était qu'une petite gare au mur de granit gris battue par le vent salé. Quelques voyageurs descendirent, emmitouflés dans leurs manteaux, pressés de rentrer chez eux. Camille resta immobile quelques secondes, sa valise à la main, respirant cet air nouveau qui portait des promesses qu'elle n'osait pas encore nommer. Un homme l'attendait sur le quai. Grand, les cheveux poivre et sel un peu ébouriffés par le vent, il tenait un panneau où son nom était griffonné à la hâte. Benoît Renaudin. Elle l'avait imaginé différemment, plus austère, plus distant. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, légèrement voûté comme s'il portait un poids invisible, qui la troubla immédiatement. Mademoiselle Moreau? Sa voix était grave, un peu rauque, comme s'il n'avait pas beaucoup parlé ces derniers temps. Camille, s'il vous plaît. Elle tendit la main, et lorsqu'il la serra, elle remarqua que ses doigts étaient étonnamment chauds, malgré le froid. Benoît. Il sourit brièvement, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. La voiture est juste là. Le château n'est qu'à 20 minutes. Ils roulèrent en silence sur des routes sinueuses, bordées de landes et de murets de pierre. Camille observait le profil de cet homme qu'il avait engagé sans même un entretien téléphonique, se basant uniquement sur ses références et sur une intuition qu'elle ne comprenait pas. Il avait des rides de fatigue autour des yeux, une barbe de quelques jours qui lui donnait un air négligé. Et pourtant, il émanait de lui une élégance naturelle qui contrastait avec sa mélancolie évidente. « Ah, vous venez de Paris », dit-il soudain, brisant le silence. « Oui. » Elle hésita. « Ça, j'avais besoin de changement. » Il hocha la tête sans insister et elle lui en fut reconnaissante. Pas de questions indiscrètes, pas de curiosité mal placée. Juste cette compréhension tacite que certaines blessures ne se racontent pas au premier regard. Le château apparut au détour d'un virage, majestueux et sombre contre le ciel gris. Ce n'était pas la demeure de conte de fées qu'elle avait imaginée, mais une bâtisse du XVIIe siècle, aux pierres noircies par le temps, avec de hautes fenêtres qui semblaient observer l'horizon avec la même mélancolie que son propriétaire. « C'est magnifique », murmura Camille. « C'est surtout trop grand pour une seule personne », répondit-il avec une amertume qui la surprit. Il gara la voiture devant le perron et l'aida à porter sa valise. Le hall d'entrée était immense, meublé de quelques pièces anciennes qui semblaient perdues dans l'espace. Une odeur de cire et de bois ancien flottait dans l'air, mêlée à quelque chose de plus subtil, une tristesse qui s'était incrustée dans les murs. « Votre chambre est au premier étage », dit-il en montant l'escalier de chêne. « La cuisine se trouve au rez-de-chaussée. Vous avez carte blanche pour les menus. Je ne reçois jamais. Je mange seul, et je ne suis pas difficile. » Camille acquiesça, troublée par cette solitude qui l'étalait comme une évidence. Sa chambre était simple mais confortable, avec une vue sur les jardins abandonnés où les herbes folles dansaient dans le vent. « Je vous laisse vous installer, » dit-il depuis le seuil. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Monsieur Renaudin ?» Elle se tourna vers lui, et quelque chose dans son regard la fit hésiter. « Puis-je vous demander, pourquoi moi? Vous ne me connaissez pas. » Il resta silencieux un long moment, comme s'il pesait ses mots. Puis, avec cette même voix rauque,
qui l'avait troublé à la gare. Parce que, dans votre lettre de motivation, vous n'avez pas écrit une seule fois le mot « bonheur ». Il referma doucement la porte, la laissant seule avec cette réponse qui résonnait dans sa poitrine comme un écho de ses propres blessures. Dehors, la nuit tombait sur la Bretagne, et Camille comprit qu'elle venait de franchir une porte dont elle ne connaissait pas encore la destination. Mais qu'est-ce qui l'attendait vraiment dans cette maison où même les murs semblaient porter le deuil? Le premier matin, Camille découvrit que la solitude avait sa propre musique. 6 heures du matin. Le château dormait encore dans la brume bretonne, mais Camille était déjà debout, ses pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine. Elle avait toujours aimé ces moments volés à la nuit, quand le monde lui appartenait encore et que les blessures se faisaient moins vives. Ses mains caressaient machinalement les ustensiles qu'elle découvrait un à un, une batterie de cuivre ancienne, des couteaux parfaitement aiguisés, un moulin à café qui portait encore l'odeur des grains torréfiés. Cette cuisine était un paradoxe, immense mais abandonnée, équipée comme un restaurant gastronomique mais silencieuse comme un mausolée. Sur le plan de travail en marbre, une photo encadrée montrait une femme aux cheveux châtains, souriant dans une robe d'été. Camille détourna rapidement le regard, mais l'image était déjà gravée dans sa mémoire. Elle ouvrit les placards méthodiquement. Conserves poussiéreuses, pâtes industrielles, plats préparés. Le frigo ne contenait que l'essentiel. Lait, beurre, quelques légumes flétris. Il se nourrit comme quelqu'un qui a oublié ce que signifie prendre soin de soi, pensa-t-elle. Le café coulait lentement dans la cafetière italienne quand elle entendit des pas dans l'escalier. Benoît apparut dans l'embrasure, cheveux ébouriffés, chemise froissée, l'air de quelqu'un qui n'avait pas vraiment dormi. « Bonjour » murmura-t-il, surpris de la trouver déjà là. « Bonjour, café ?» Il hocha la tête et s'assit à la grande table de bois, gardant une distance respectueuse. Camille versa le café dans 2 tasses dépareillées. Elle avait remarqué qu'il n'y avait plus de service complet, comme si quelqu'un avait emporté avec lui les habitudes d'une vie partagée. « Vous vous levez tôt » observa-t-il. « L'habitude. À Paris, je commençais à 5 heures dans mon ancien restaurant. » Elle s'arrêta net, surprise de s'être livrée si facilement. Il but son café en silence, mais elle sentait son regard s'attarder sur ses gestes, la façon dont elle essuyait machinalement le plan de travail, dont elle rangeait instinctivement chaque objet à sa place. Ses mains bougeaient avec une précision née de 15 ans de cuisine professionnelle, mais aussi avec une tendresse qu'elle réservait autrefois à ceux qu'elle aimait. « Qu'est-ce que vous aimeriez pour le petit déjeuner ?» demanda-t-elle pour briser ce silence qui devenait trop lourd. « Ce que vous voulez. Je ne... » Il s'interrompit, comme s'il allait dire quelque chose d'important, puis se reprit. « Je ne suis pas difficile. » Camille ouvrit le frigo et fronça les sourcils. « Je vais faire des courses aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose ici. Prenez la voiture. Les clés sont dans l'entrée. » Elle se tourna vers lui, étonnée. « Vous me faites confiance si facilement ?»« Ça, si je ne vous faisais pas confiance, vous ne seriez pas ici. » Cette réponse simple la bouleversa plus qu'elle ne l'aurait voulu. Depuis combien de temps personne ne lui avait fait confiance sans condition, sans arrière-pensée. Elle prépara des œufs brouillés avec le peu dont elle disposait, ajoutant des herbes qu'elle avait trouvées dans un coin oublié du jardin. Benoît mangea lentement, et elle surprit dans ses yeux une lueur qu'elle n'avait pas vue la veille, comme une surprise, presque de la reconnaissance. « C'est très bon, » dit-il, et elle perçut dans sa voix qu'il n'avait pas dit cela depuis longtemps. Après le petit déjeuner, il disparut dans son bureau avec une pile de dossiers, la laissant seule explorer cette maison qui gardait ses secrets comme des trésors enfouis. Elle découvrit une bibliothèque au rayonnage à moitié vide, un salon où les meubles étaient recouverts de draps blancs, une véranda qui donnait sur un jardin autrefois magnifique et maintenant livré aux ronces. Au marché de Tréhélen-sur-Mer, les commerçants la regardèrent avec curiosité. Nouvelle venue, employée au château, les nouvelles voyageaient vite dans ces petites villes. Madame Clémentine, la boulangère, ne put s'empêcher de glisser quelques questions entre la baguette et les croissants. « Alors, vous travaillez pour Monsieur Renaudin ? C'est un homme bien, vous savez. Mais depuis que sa femme... » Elle se tut brusquement, comme si elle en avait trop dit. Camille acheta ce dont elle avait besoin sans poser de questions, mais les non-dits flottaient autour d'elle comme des fantômes bienveillants. Elle comprit qu'elle n'était pas la première à essayer de ramener la vie dans cette maison, mais peut-être la première à ne rien attendre en retour. Le soir venu, elle prépara un repas simple, saumon grillé aux herbes, légumes de saison rôtis, tarte aux pommes qu'elle avait faite avec les fruits du verger abandonné. Benoît descendit ponctuel, attiré par les odeurs qui envahissaient enfin cette cuisine trop silencieuse.
Ils dînèrent de face à face, séparés par cette grande table qui semblait garder une place vide. Camille remarqua qu'il évitait soigneusement de regarder vers la chaise du bout, celle où la lumière de la suspension projetait une ombre particulière. « Vous cuisinez comme… » Il s'interrompit, les mots suspendus dans l'air. « Comme qui ?» demanda-t-elle doucement. « Comme quelqu'un qui a appris que la nourriture peut être un langage. » Cette phrase la frappa en plein cœur. À Paris, son ex-compagnon ne comprenait pas pourquoi elle passait des heures à préparer des plats qu'il engloutissait distraitement devant la télévision. Pour lui, cuisiner était une corvée. Pour elle, était sa façon d'aimer. « Et vous, dit-elle, en prenant son courage à deux mains, vous mangez comme quelqu'un qui a oublié que la nourriture peut avoir du goût. » Il leva les yeux vers elle, surpris par sa franchise. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent vraiment, et elle y lut quelque chose qu'elle n'avait pas vu la veille, une vulnérabilité qu'il cachait derrière ses silences. « Peut-être, murmura-t-il, peut-être que j'ai oublié beaucoup de choses. » Après le dîner, il l'aida à débarrasser sans qu'elle le demande. Leurs mains se frôlèrent en prenant la même assiette, et elle sentit sa peau se réchauffer à ce contact innocent. Il retira sa main rapidement, comme s'il s'était brûlé. « Bonne nuit, Camille. Bonne nuit, Benoît. » Elle monta dans sa chambre avec le sentiment étrange d'avoir vécu sa première vraie conversation depuis des mois. Mais en s'endormant, une question la taraudait. Qui était cette femme sur la photo, et pourquoi son sourire ressemblait-il tant à celui qu'elle-même avait perdu? Le lendemain matin, elle découvrirait que certains secrets ont leur propre façon de se révéler. Certaines découvertes changent le cours d'une vie en un instant. Le troisième jour, Camille découvrit que Benoît avait l'habitude de disparaître chaque matin pendant exactement 1 heure. Elle l'avait observé depuis la fenêtre de la cuisine. Il prenait le sentier qui menait vers les falaises, une petite boîte en bois sous le bras, et revenait les mains vides, le regard encore plus absent qu'à l'ordinaire. Cette routine mystérieuse l'intriguait, mais elle respectait ses silences comme il respectait les siens. Chacun portait ses fantômes, et elle avait appris à Paris que la curiosité mal placée pouvait briser les équilibres les plus fragiles. Ce matin-là, pendant son absence, elle décida de s'attaquer au grenier. La gouvernante précédente, Benoît avait mentionné qu'elle était partie brutalement il y a 6 mois, avait laissé quelques affaires dans une malle poussiéreuse. Camille voulait ranger, nettoyer, redonner vie à ces espaces oubliés. C'était sa façon à elle d'apprivoiser les lieux. L'escalier qui menait au comble grinçait sous ses pas. L'air sentait la poussière et les souvenirs fanés. Des rayons de soleil filtraient par les lucarnes, dessinant des motifs dorés sur le plancher ancien. Elle ouvrit la première malle avec précaution. Des vêtements de femme, soigneusement pliés. Une robe d'aie était en coton bleu, un châle en laine fine, des chaussures à talons à peine portés. Au fond, une pochette en cuir contenant des lettres attachées par un ruban rouge. Elle, écriture sur les enveloppes, était élégante, féminine. Camille hésita. Elle n'avait pas le droit de fouiller dans l'intimité de ces gens, mais quelque chose l'arrêta net. L'une des enveloppes portait son nom, Camille Moreau. Son cœur s'emballa. Ses mains tremblèrent légèrement en saisissant la lettre. L'encre avait un peu pâli, mais l'adresse était claire. Mademoiselle Camille Moreau, restaurant Le Petit Marché, 15 rue des Martyrs, Paris 9e. Son ancien restaurant, celui qu'elle avait quitté il y a 2 ans, après la trahison de Marc. Elle décacheta l'enveloppe avec des gestes précautionneux, comme si elle manipulait une relique. La lettre était datée de 3 ans plus tôt. « Chère mademoiselle Moreau, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Nous nous sommes croisés un matin au café de Flore. Vous attendiez quelqu'un qui n'est jamais venu. J était à la table d'à côté, avec mon mari. Vous aviez commandé un chocolat chaud, et vous aviez cette expression que je n'ai jamais oubliée, un mélange de tristesse et d'espoir qui m'a bouleversé. Je voulais vous parler ce jour-là, mais mon mari était pressé. Plus tard, j'ai su par hasard que vous étiez chef au Petit Marché. Nous y avons dîné pour notre anniversaire de mariage, et votre cuisine, mon Dieu. Votre cuisine parlait d'amour comme peu de personnes savent le faire. Je vous écris aujourd'hui parce que je vais mourir bientôt. Un cancer, vous savez, cette chose sournoise qui vole la vie par petits morceaux. Et bizarrement, c'est à vous que je pense, à cette femme croisée dans un café qui attendait l'amour avec tant de foi. Si un jour vous cherchez la paix, si Paris devient trop lourd à porter, sachez qu'il existe un endroit en Bretagne où les buis d'eau, semble-t-il, peuvent guérir les cœurs brisés. Mon mari aura besoin de quelqu'un comme vous après mon départ, quelqu'un qui comprend que la cuisine peut être un langage quand les mots ne suffisent plus. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout cela. Peut-être parce que certaines rencontres sont des signes,
et que j'ai la conviction profonde que nos chemins se recroiseront. Prenez soin de vous, Camille. Et si jamais vous vous retrouvez à douter de votre capacité à aimer ou à être aimé, souvenez-vous qu'une inconnue a vu en vous quelque chose de précieux un matin d'automne. Avec toute ma tendresse, Élise Renaudin, Camille laissa tomber la lettre, le souffle coupé. Élise, la femme de la photo, la femme qui avait vécu dans cette maison, qui avait dormi dans le lit de Benoît, qui avait préparé des repas dans cette cuisine désormais silencieuse. Tout s'éclairait soudain avec une clarté aveuglante. L'annonce mystérieuse, l'embauche sans entretien, cette façon qu'avait Benoît de la regarder parfois comme s'il cherchait quelque chose dans son visage, il savait. Il avait toujours su qui elle était. Elle se souvenait maintenant de ce matin au café de Flore. Marc devait la retrouver pour leur anniversaire, mais il était en retard comme toujours. Elle avait attendu 2 heures, regardant les couples autour d'elle avec envie et amertume. Il y avait effectivement un homme et une femme à la table voisine. Elle riait à quelque chose qu'il lui murmurait à l'oreille. Élise, cette femme rayonnante qui allait mourir quelques mois plus tard. Le bruit de la porte d'entrée la tira de ses pensées. Benoît était de retour de sa promenade matinale. Camille rangea précipitamment la lettre dans sa poche et redescendit, l'esprit en ébullition. Il était dans la cuisine, préparant son thé avec des gestes mécaniques. Quand il la vit, quelque chose changea dans son expression, comme s'il pouvait lire sur son visage qu'elle venait de découvrir quelque chose d'important. « Vous avez fait le ménage dans le grenier ?» demanda-t-il avec une neutralité étudiée. « Oui. » Elle hésita, puis sortit la lettre de sa poche. « J'ai trouvé ceci. » Il regarda l'enveloppe sans surprise, comme s'il s'était attendu à ce moment depuis le premier jour. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Elle vous avait écrit ?» dit-il simplement. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?»« Parce que... » Il s'assit lourdement sur une chaise. « C'est parce que si je vous avais dit que ma femme mourante avait pensé à vous dans ces derniers jours, si je vous avais avoué que j'ai passé des mois à vous chercher après sa mort, vous seriez parti en courant. » Camille sentit ses jambes se dérober. Elle s'appuya contre le plan de travail, essayant de digérer cette révélation. « Vous m'avez cherché ? Partout. J'ai fini par apprendre que vous aviez quitté Paris. Alors, j'ai attendu. J'ai publié cette annonce en espérant... » Sa voix se brisa. « En espérant qu'un jour, peut-être, le destin vous ramènerait vers moi. » Le silence qui suivit était chargé d'une émotion si intense que Camille eut l'impression que l'air elle-même devenait plus dense. Mais que voulait vraiment Benoît? Et comment allait-elle réagir à cette révélation qui changeait tout? La vérité a parfois le goût amer de la trahison, même quand elle naît de l'amour. Camille passa la nuit à tourner en rond dans sa chambre, la lettre d'Élise posée sur sa table de chevet comme une accusation silencieuse. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Benoît quand il avait avoué l'avoir cherché. Il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. Était-ce de l'espoir, de la culpabilité, ou simplement cette fatigue immense de quelqu'un qui porte un secret trop lourd? À 5 heures du matin, elle abandonna l'idée de dormir et descendit dans la cuisine. Ses gestes étaient mécaniques, presque violents. Elle écrasait les grains de café avec plus de force que nécessaire, claquait les placards, faisait couler l'eau trop fort. La colère montait en elle, une colère sourde qu'elle n'avait pas ressentie depuis Paris. « Encore manipulée », murmura-t-elle en serrant les poings, « encore utilisée par quelqu'un qui décide pour moi. » La voix de Benoît dans son dos la fit sursauter. « Vous êtes en colère ». Elle se retourna. Il se tenait dans l'embrasure, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés. Il avait l'air d'avoir aussi mal dormi qu'elle. En colère. Elle laissa échapper un rire amer. « Non, Benoît, je suis furieuse. » Il s'approcha lentement, comme on approche un animal blessé. « Camille, laissez-moi vous expliquer. » « M'expliquer quoi ?» Sa voix monta d'un cran. « Que vous m'avez attiré ici sous de faux prétextes ? Que vous avez joué avec ma détresse pour satisfaire je ne sais quel fantasme lié à votre femme morte ? Ce n'est pas ça. Alors quoi ?» Elle se planta face à lui, les yeux brillants de larmes contenues. « Qu'est-ce que je suis pour vous, Benoît ? Un substitut ? Une façon de vous sentir moins coupable parce que votre femme avait eu pitié de moi ?» Il pâlit, comme si elle venait de le gifler. « Ça, vous croyez vraiment que... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. Élise ne vous voyait pas comme quelqu'un à plaindre. Elle vous voyait comme quelqu'un de fort, de beau, de précieux. Arrêtez. Camille recula, les mains tremblantes. N'utilisez pas les mots de votre femme pour me manipuler. Je ne vous manipule pas. Il haussa la voix pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Bon sang, Camille, si j'avais voulu vous manipuler, j'aurais joué le veuf éploré dès le premier jour. J'aurais utilisé votre compassion. Alors pourquoi?
Pourquoi ce mensonge par omission? Il passa une main dans ses cheveux, visiblement à bout. Parce que j'avais peur. Sa voix se brisa. Peur que vous partiez si vous saviez, peur que vous pensiez exactement ce que vous pensez maintenant. Peur de... Peur de quoi? T'as peur de vous aimer pour de mauvaises raisons. Ces mots flottèrent entre eux comme une bombe à retardement. Camille sentit son cœur s'arrêter, puis repartir à un rythme effréné. « Vous m'aimez » Il la regarda droit dans les yeux, et pour la première fois depuis 3 jours, il ne détourna pas le regard. « Je ne sais pas. Je crois que oui. Mais je ne sais pas si c'est vous que j'aime, ou l'idée de vous que Élise avait plantée dans ma tête. » Cette honnêteté brutale fit plus mal à Camille que tous les mensonges du monde. Au moins, avec Marc, elle savait à quoi s'en tenir. Il était égoïste, point final. Mais Benoît était sincère dans sa confusion, et était 1000 fois plus douloureux. « Je ne peux pas, » chuchota-t-elle. « Je ne peux pas être l'expérience de quelqu'un d'autre. Pas encore. » Elle monta dans sa chambre et commença à faire sa valise avec des gestes fébriles. Partir. Il fallait qu'elle parte avant de s'attacher davantage, avant que cette tendresse naissante ne se transforme en quelque chose de plus dangereux. Benoît apparut sur le seuil de sa chambre au moment où elle fermait sa valise. « Ne partez pas. Il le faut. Restez, s'il vous plaît. Restez et laissons le temps faire son travail. Sans pression, sans attente. Juste, soyez là. » Camille se tourna vers lui, et ce qu'elle vit dans ses yeux faillit la faire flancher. Ce haine était plus de la confusion, mais une vulnérabilité pure, désarmante. Et si, au final, vous vous rendez compte que vous ne m'aimez pas, que vous aimiez juste l'idée que votre femme se faisait de moi, et si c'est l'inverse, il fit un pas vers elle, et si je découvre que je vous aime, pour qui vous êtes vraiment? Elle ferma les yeux, luttant contre l'envie de croire en cette possibilité. « J'ai besoin de réfléchir, » murmura-t-elle. « Seule. Combien de temps? Je ne sais pas. » Il hocha la tête, résigné. « Je vais vous conduire à la gare. » Dans la voiture, ils ne dirent pas un mot. Mais quand il se gara devant la petite gare de Tréhélen-sur-Mer, il posa sa main sur la sienne. « Camille, la prochaine fois que vous reviendrez, si vous revenez, ce sera votre choix. Pas celui d'Élise, pas le mien, le vôtre. » Mais avait-elle encore la force de faire des choix quand son cœur était déjà si dangereux près de se briser? Parfois, c'est dans l'exil qu'on apprend qui on est vraiment. Camille S. était réfugiée dans un petit village de pêcheurs à 50 km de Tréhélen-sur-Mer, Concarneau. Un nom qu'elle avait choisi au hasard sur le tableau des départs, comme on lance une pièce en l'air pour décider de son destin. Elle avait loué une chambre spartiate au-dessus d'une crêperie tenue par une femme de 70 ans aux cheveux blancs et aux yeux perçants. Madame Brigitte Kervella ne posait pas de questions indiscrètes, mais elle observait. Elle observait la façon dont Camille dévorait ses crêpes le matin, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Elle observait ses promenades solitaires sur le port, ses regards perdus vers l'horizon. Elle observait surtout cette tristesse particulière des femmes qui fuient quelque chose qu'elles auraient peut-être envie de rattraper. « Vous savez cuisiner ?» avait déclaré Madame Brigitte le 3e jour, sans préambule. « Je vous ai vu corriger instinctivement ma façon de retourner les crêpes hier matin. » Camille avait rougi, prise en flagrant délit. « Pardon, c'est une déformation professionnelle. » « Professionnelle ?» Brigitte avait haussé un sourcil. « Alors vous êtes chef. J'y étais chef, à Paris. Et maintenant ? Maintenant, je ne sais plus qui je suis. » C était sortie malgré elle, cette vérité crue qu'elle n'avait avouée à personne, pas même à elle-même. Brigitte avait hoché la tête comme si cette réponse était la plus naturelle du monde. « Parfait. Alors vous allez m'aider en cuisine. J'ai mal au dos, mes mains tremblent, et la saison touristique commence. Vous me devez déjà 3 nuits. Ça tombera sur votre note. » Et c'est ainsi que Camille S. était retrouvée derrière les fourneaux d'une crêperie bretonne, à préparer des galettes de sarrasin et des crêpes au beurre salé pour les touristes de passage. Un retour aux sources qu'elle n'avait pas vu venir. Brigitte cuisinait comme elle parlait, sans fioriture, avec une efficacité redoutable et une tendresse cachée. Elle enseigna à Camille les secrets de la pâte à crêpes parfaite, l'art de chauffer la biligue à la bonne température, la façon de garnir une galette complète sans que l'œuf déborde. La cuisine bretonne, ce n'est pas de la grande gastronomie parisienne, disait-elle en pétrissant la pâte. C'est de la cuisine de survie, de résistance. Les gens d'ici ont appris à faire de la beauté avec 3 fois rien. Camille travaillait en silence, trouvant dans ses gestes simples un apaisement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il n'y avait pas de pression ici, pas d'ego surdimensionné, pas de critique gastronomique à impressionner.
Juste la satisfaction de voir un client sourire en mordant dans sa crêpe au caramel beurre salé. Le soir, elles dînaient ensemble dans la petite cuisine à l'arrière de la crêperie. Brigitte racontait sa vie. Son mari marin disparu en mer il y a 15 ans. Ses enfants partis chercher fortune à Paris. Sa solitude acceptée mais pas choisie. « Vous savez ce que j'ai appris en 70 ans ?» dit-elle un soir en servant le cidre. « Qu'on ne peut pas fuir éternellement. À un moment, il faut choisir. Soit on accepte d'avoir peur et on vit quand même, soit on se résigne à ne jamais vraiment vivre. Et vous, quel choix avez-vous fait ?» Brigitte sourit. Un sourire mélancolique mais serein. « J'ai choisi d'aimer ma peur, de la traiter comme une vieille amie encombrante mais fidèle. Et vous savez quoi? Elle finit par se calmer quand on arrête de lutter contre elle. » Cette nuit-là, Camille rêva de Benoît. Il était dans la cuisine du château, préparant maladroitement des œufs brouillés, et elle avait envie de s'approcher, de poser ses mains sur les siennes, de lui montrer le bon geste. Dans son rêve, il se retournait et la regardait avec cette vulnérabilité qu'elle avait vue dans ses yeux le jour de son départ. Elle se réveilla en pleurant. Au matin, Brigitte la trouva assise sur les marches de la crêperie, contemplant le porc qui s'éveillait. « Il vous manque, ce garçon. » Ce « n'était pas une question. Camille hocha la tête sans mentir. « J'ai peur, Brigitte. Peur qu'il ne m'aime pas pour les bonnes raisons. Peur qu'il ne m'aime pas du tout. Peur de revivre ce que j'ai vécu à Paris. Et lui, il a peur de quoi, à votre avis ?» Camille n'avait jamais pensé à ça. Elle avait été si concentrée sur sa propre souffrance qu'elle avait oublié que Benoît aussi était vulnérable, qu'il aussi avait des raisons d'avoir peur. « Il a peur de trahir la mémoire de sa femme, » murmura-t-elle. « Peur de ne plus savoir aimer, peur que je parte. Alors, vous avez peur tous les deux. C'est un bon début. Comment ça ?» Brigitte se leva et épousseta sa robe. Parce que quand deux personnes ont peur ensemble, elles peuvent soit se sauver chacune de son côté, soit décider d'apprivoiser leur peur ensemble. Et la deuxième option, ma petite, c'est ça qu'on appelle l'amour. Ce jour-là, Camille comprit qu'elle avait peut-être fui la meilleure chance de sa vie. Il faut parfois beaucoup de courage pour revenir sur ses pas. 2 semaines. Cela faisait exactement 2 semaines que Camille avait quitté le château, et elle comptait chaque jour comme un prisonnier compte les barreaux de sa cellule. La crêperie de Brigitte était devenue son refuge, mais aussi sa prison dorée, un endroit où elle se sentait en sécurité mais pas vraiment vivante. Ce matin-là, Brigitte l'observait préparer la pâte à crêpes avec cette précision mécanique qu'elle avait développée ces derniers jours. Ses gestes étaient parfaits, mais vides, comme si son âme était restée ailleurs. « Camille », dit soudain Brigitte en posant sa main ridée sur la sienne. « Regardez-moi. » Camille leva les yeux, surprise par la gravité du ton. « Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Qu'il ne vous aime pas ou qu'il vous aime vraiment ?» La question la frappa comme une gifle. Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, réalisant qu'elle ne savait pas. « Je ne sais pas. »« Alors il est temps que vous le découvriez. » Brigitte disparut dans l'arrière-boutique et revint avec un sac en papier craft. « Tenez, des Queen Yaman que j'ai fait ce matin. Si ce garçon a un cœur, il comprendra le message. »« Brigitte, je ne peux pas. »« Si, vous pouvez. Et vous allez le faire. Parce que moi, à 70 ans, je regrette encore les fois où je n'ai pas eu le courage de revenir sur mes pas. » 1 heure plus tard, Camille était dans le car qui reliait Concarneau à Tréhélen-sur-Mer, le sac de Queen Yaman sur ses genoux et le cœur battant comme celui d'une adolescente. Elle avait téléphoné au château. Pas de réponse. Peut-être était-il parti, lui aussi. Peut-être avait-il compris qu'elle ne reviendrait jamais. Le paysage breton défilait par la fenêtre, familier et rassurant. Ces landes qu'elle avait traversées il y a 3 semaines, quand elle fuyait Paris et ses déceptions. Maintenant, elle revenait vers quelque chose d'incertain, mais d'espoir. À la gare de Tréhélen-sur-Mer, Madame Clémentine la reconnut immédiatement. « Tiens, vous revoilà. Monsieur Renaudin va être content. Il passe tous les jours à la boulangerie, vous savez. Il achète 2 pains, comme s'il attendait quelqu'un. » Cette révélation serra le cœur de Camille. 2 pains. Il continuait à espérer son retour. Elle décida de faire le chemin à pied. 5 kilomètres sur cette route qu'elle connaissait maintenant par cœur, où chaque virage lui rappelait quelque chose, les émotions de l'arrivée, l'excitation des premières découvertes, la colère du départ. Le château apparut enfin au détour du dernier virage, et Camille s'arrêta net. Quelque chose avait changé. Le jardin, autrefois envahi par les mauvaises herbes, avait été débroussaillé. Les rosiers taillés, les allées désherbées, comme si quelqu'un avait voulu effacer la mélancolie des lieux. Elle frappa à la porte, ses mains tremblant légèrement. Pas de réponse. Elle fit le tour par la cuisine, où la porte-fenêtre était entr'ouverte. « Benoît ?» Sa voix résonna dans le silence.
La cuisine était impeccable, mais froide. Sur la table, une pile de plats préparés industriels, ceux qu'il achetait avant son arrivée. Il avait recommencé à se nourrir comme quelqu'un qui a renoncé à prendre soin de lui. Elle monta à l'étage, poussée par une intuition. Sa chambre était exactement comme elle l'avait laissée, le lit fait, la fenêtre ouverte sur le jardin rénové, comme si personne n'avait osé y toucher. Un bruit dans la chambre voisine, celle de Benoît, l'attira. Elle frappa doucement. « Benoît ?» C'est Camille. Silence. Puis des pas, lents, hésitants. La porte s'ouvrit et elle eut un choc. Il avait maigri, ses joues s'étaient creusées, et ses yeux portèrent cette fatigue particulière de quelqu'un qui dort mal depuis des semaines. Mais quand il la vit, quelque chose s'alluma dans son regard. Un mélange de soulagement, d'incrédulité et de joie contenue. « Vous êtes revenu » murmura-t-il, comme s'il n'osait pas y croire. « Je suis revenu » confirma-t-elle, et sa voix tremblait malgré elle. Ils se regardèrent en silence, séparés par quelques mètres et par toutes les paroles qu'ils n'avaient pas su se dire. Camille tendit le sac de Queen Yaman, cadeau de paix, de la part de Brigitte. Il prit le sac, ses doigts effleurant les siens. Ce contact, si bref soit-il, envoya une onde de chaleur dans tout son corps. Qui est Brigitte? Une femme sage, qui m'a appris que la peur partagée peut devenir de l'amour. Benoît la regarda intensément, comme s'il cherchait à déchiffrer le sens caché de ces mots. « Camille, pourquoi êtes-vous revenue ?» Elle prit une inspiration profonde. Il était temps d'être courageuse. « Parce que j'ai compris quelque chose. Nous avons peur tous les deux. Vous avez peur de ne plus savoir aimer après Élise. Moi, j'ai peur d'être aimé pour de mauvaises raisons. Mais peut-être qu'on pourrait apprivoiser nos peurs ensemble. » Le sourire qui éclaira alors le visage de Benoît fut la plus belle récompense qu'elle ait jamais reçue. Apprendre à s'aimer, c'est d'abord apprendre à se faire confiance. Les jours qui suivirent le retour de Camille furent différents de tout ce qu'ils avaient vécu avant. Il y avait entre eux une douceur nouvelle, faite de gestes mesurés et de silences apaisés, comme si les mots échangés lors de leur retrouvailles avaient créé un espace sûr où chacun pouvait exister sans crainte d'être jugé. Benoît avait repris ses promenades matinales, mais cette fois, il proposait timidement à Camille de l'accompagner. Elle acceptait parfois, marchant à ses côtés sur le sentier qui menait aux falaises, découvrant peu à peu les secrets de cette routine qu'elle avait tant interrogée. « C'est ici que je venais lui parler », avoua-t-il un matin, s'arrêtant devant un banc de pierre face à l'océan. « Les premiers mois après sa mort, j'avais l'impression qu'elle m'entendait mieux ici qu'au cimetière. » Camille s'assit à côté de lui, respectant la distance qu'ils maintenaient toujours entre eux. Elle avait appris à ne pas le brusquer, à laisser ses confidences venir naturellement. Et maintenant, il regarda l'horizon où les mouettes dessinaient des cercles paresseux. Maintenant, j'ai moins besoin de lui parler. C'est étrange. Pendant 3 ans, j'ai eu peur d'oublier sa voix, son rire, sa façon de préparer le thé. Et puis vous êtes arrivés, et j'ai compris que garder quelqu'un en vie dans sa mémoire, ce n'est pas s'interdire de vivre, c'est juste les garder dans un coin du cœur pendant qu'on continue d'avancer. Cette révélation bouleversa Camille plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle comprit que Benoît était en train de guérir, non pas de Élise, mais de sa culpabilité de survivant. Dans la cuisine, leurs habitudes étaient réorganisées avec une fluidité surprenante. Camille cuisinait, Benoît mettait la table, elle préparait le café, il sortait les tasses. Ils avaient retrouvé leur rythme, fait de petites attentions et de respect mutuel. Un soir, en préparant un pot-au-feu dont l'odeur embaumait toute la maison, Camille sentit une présence derrière elle. Benoît était approché, attiré par le parfum des légumes qui mijotaient. « Ça sent la maison », dit-il doucement. « C'est le but », répondit-elle en touillant la sauce. « Ma grand-mère disait qu'un plat qui embaume toute la maison, c'est un plat qui guérit les cœurs. Votre grand-mère était sage. Elle était. C'est elle qui m'a appris que cuisiner, c'est d'abord une façon d'aimer. » Benoît s'approcha encore, et cette fois, Camille sentit la chaleur de son corps dans son dos. Son cœur s'accéléra, mais elle ne bougea pas. « Camille? Oui? Est-ce que je peux ?» Sa voix était incertaine, vulnérable. « Est-ce que je peux poser mes mains sur les vôtres ?» Elle se figea, la cuillère en bois suspendue au-dessus de la casserole. Cette demande, si simple en apparence, était chargée de tant de signification. C'était la première fois qu'il demandait un contact physique depuis son retour. « Oui » murmura-t-elle. Ses mains se posèrent délicatement sur les siennes, guidant le mouvement de la cuillère dans la sauce onctueuse. Camille ferma les yeux, se concentrant sur cette sensation de chaleur et de protection qu'elle n'avait pas ressentie depuis si longtemps.
Comme ça » demanda-t-il, sa voix tout près de son oreille. « Comme ça » confirma-t-elle, sa voix à peine audible. Ils restèrent ainsi quelques minutes, unis dans ce geste simple et intime. Camille sentait le souffle de Benoît dans ses cheveux, la force tranquille de ses mains qui encadrèrent les siennes. Pour la première fois depuis son retour, elle se sentait complètement en sécurité. « Merci » murmura-t-il, en s'écartant finalement. « Pourquoi ? Pour votre patience ? Pour me laisser apprivoiser tout ça. » Ce soir-là, ils dînèrent en se regardant vraiment pour la première fois. Pas ces coups de œil furtifs qu'ils échangèrent d'habitude, mais ces regards francs et apaisés de deux personnes qui commencent à se faire confiance. Camille. « Oui ? Racontez-moi Paris, votre vraie histoire, pas celle que vous m'avez donnée en résumé. » Elle hésita. Parler de Marc, de la trahison, de ses années gâchées, mais dans les yeux de Benoît, elle ne lisait aucun jugement, juste une curiosité bienveillante. « C'est une histoire triste, » prévint-elle. « J'aime les histoires tristes. Elle nous rappelle qu'on a survécu. » Alors, elle raconta. Les années de restaurant où elle se tuait au travail. Marc qui profitait de son succès sans jamais la soutenir. Cette fameuse soirée où elle l'avait trouvé avec sa sous-chef dans leur propre cuisine. L'humiliation, la colère, la fuite. Benoît l'écouta sans l'interrompre, et quand elle eut terminé, il tendit sa main vers la sienne à travers la table. « Il ne vous méritait pas, » dit-il simplement. « Et Élise ne méritait pas de mourir si jeune, » répondit-elle en serrant ses doigts. « Non, mais peut-être que nos blessures nous ont menés l'un vers l'autre pour une bonne raison. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, ils s'endormirent tous les deux avec le sourire. Il arrive que le bonheur naissant réveille des peurs qu'on croyait endormies. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le retour de Camille. 3 semaines de cette douceur apprivoisée qui leur donnait l'impression de construire quelque chose de solide. Jusqu'à ce matin où tout bascula. Camille préparait son pain perdu aux pommes, cette recette que Benoît adorait et qu'elle avait perfectionnée rien que pour voir son sourire au petit déjeuner quand la sonnette retentit. Il était 8 heures, trop tôt pour les livreurs habituels. Benoît alla ouvrir, et Camille entendit sa voix se durcir dans l'entrée. « Qu'est-ce que tu fais là, Marc ?» Son sang se glaça. Marc, ici, dans ce refuge qu'elle s'était construit loin de tout ce qui lui rappelait Paris et ses déceptions. Elle s'essuya les mains sur son tablier et rejoignit l'entrée, le cœur battant. Marc se tenait sur le perron, plus séduisant que jamais dans son costume sur mesure, ce sourire carnassier qu'elle connaissait trop bien affiché sur son visage. « Camille, » dit-il en la voyant, « tu es magnifique, cette campagne te réussit. » Elle ne répondit pas, trop choquée pour trouver ses mots. Comment l'avait-il retrouvé? Et surtout, que faisait-il ici? « Je vous laisse, » dit Benoît, mais Camille saisit son bras. « Non, reste, s'il te plaît. » Marc haussa un sourcil, amusé par cette familiarité nouvelle entre eux. « Alors c'est vrai? Tu vis ici, avec... » Il jaugea Benoît de la tête aux pieds. « Monsieur le châtelain? Qu'est-ce que tu veux, Marc ?» demanda Camille, d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Te récupérer. » Il entra sans y être invité, forçant Benoît et Camille à reculer. « J'ai fait une erreur monumentale, chérie. Sophienne était rien. Une passade. Toi, tu es irremplaçable. » Ces mots qu'elle avait tant rêvé d'entendre il y a 6 mois lui parurent soudain creux, manipulateurs. Elle observa Marc déambuler dans le hall du château comme s'il évaluait sa valeur marchande. « Le restaurant marche mal sans toi, » continua-t-il. « Les critiques nous démolissent. J'ai besoin de toi, Camille. Nous étions une équipe parfaite. » Une équipe? Elle laissa échapper un rire amer. « Tu veux dire que J était ton esclave gratuite pendant que tu récoltais tous les lauriers ?» Marc ne se démonta pas. Il s'approcha d'elle, utilisant cette proximité physique qui l'avait toujours troublé. « Écoute, j'ai monté quelque chose de grand. Un nouveau restaurant dans le 7e arrondissement. 2 étoiles au guide, c'est à notre portée. Imagine, Camille, ton nom sur la façade, ta cuisine reconnue enfin à sa juste valeur. » Camille sentit quelque chose vaciller en elle. Pas de l'amour, ça, c'était mort et enterré. Mais cette ambition professionnelle qu'elle avait toujours portée en elle, ce rêve de reconnaissance qu'elle avait mis de côté en venant ici. « J'ai déjà un travail, » dit-elle faiblement. « Tu appelles ça un travail ?» Marc eut un geste dédaigneux vers la cuisine. « Cuisiner pour une seule personne dans un château perdu? Camille, tu es faite pour la grandeur, pour les défis. »« Pourquoi ?» l'interrompit Benoît. Sa voix était calme, mais Camille y décela une tension qu'elle ne lui connaissait pas. Pour être exploitée par quelqu'un qui ne l'a jamais respectée. Marc se tourna vers lui, le toisant avec mépris. « Et vous, qu'est-ce que vous lui offrez? La sécurité? L'ennui d'une vie de province ?»
Je lui offre le choix, répondit Benoît simplement. Cette phrase résonna dans le silence tendu qui suivit. Camille regarda alternativement les deux hommes, l'un qui représentait son passé ambitieux et douloureux, l'autre qui incarnait sa paix retrouvée, mais peut-être aussi une certaine résignation. « Camille, » dit Marc, en reprenant cet air de chien battu qu'il savait si bien jouer, « donne-moi une chance, une seule. Viens à Paris, visite le nouveau restaurant. Si ça ne te convainc pas, je disparais de ta vie pour toujours. Et si ça me convainc, alors on recommence. » Différemment cette fois, en égo. Camille sentit le regard de Benoît sur elle, lourd d'une angoisse qu'il essayait de masquer. Elle aurait voulu le rassurer, lui dire que Marc ne représentait plus rien pour elle. Mais une partie d'elle-même, cette partie ambitieuse qu'elle avait étouffée, se réveillait malgré elle. « J'ai besoin de réfléchir », murmura-t-elle. Marc sourit, sentant la victoire à portée de main. « Bien sûr, prends ton temps. Je t'attends à l'hôtel du village. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Ah, et Camille, tu te souviens de cette critique dans Le Figaro qui disait que tu étais la plus grande promesse de la cuisine française? Eh bien, moi, je n'ai jamais oublié. » Il sortit, laissant derrière lui un silence pesant et l'odeur de son eau de toilette coûteuse qui contrastait avec les senteurs simples et authentiques du château. Benoît et Camille restèrent immobiles, chacun perdu dans ses pensées. Puis Benoît se dirigea vers la cuisine sans un mot, et Camille entendit le bruit de la vaisselle qu'on range avec un peu trop de force. Quand elle le rejoignit, il était debout devant l'évier, les mains crispées sur le rebord. « Benoît, tu vas partir, » dit-il sans se retourner. Ce « N » n'était pas une question. « Je ne sais pas. »« Si, tu sais. » Il fit volte-face, et elle vit dans ses yeux cette résignation douloureuse qu'elle avait espéré ne plus jamais y voir. « Tu vas partir parce que je ne peux pas te donner ce qu'il t'offre. Je ne peux pas te donner Paris, la gloire, la reconnaissance. Tu peux me donner autre chose. Quoi? La médiocrité? L'anonymat? Mais était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Et surtout, était-elle prête à sacrifier sa paix retrouvée pour une gloire qu'il avait déjà trahie une fois? Il arrive un moment où l'on doit choisir entre ce qu'on croit vouloir et ce dont on a vraiment besoin. La nuit fut longue et blanche pour Camille. Elle arpentait sa chambre comme un animal en cage, tiraillée entre des émotions contradictoires. Par la fenêtre, elle voyait la lumière encore allumée dans le bureau de Benoît. Lui non plus ne dormait pas. Marc avait semé le trouble avec l'efficacité chirurgicale qu'elle lui connaissait. Il savait exactement sur quel ressort jouer. Son ambition frustrée, ce sentiment d'inachevé qui la rongeait parfois quand elle se demandait si elle ne gâchait pas son talent dans cette retraite bretonne. Au petit matin, elle descendit à la cuisine et trouva Benoît déjà levé, préparant le café avec des gestes mécaniques. Il avait des cernes profondes, et cette raideur dans les épaules qu'elle reconnaissait chez les gens qui ont mal dormi à cause de quelqu'un d'autre. « Bonjour », dit-elle doucement. « Bonjour ». Il ne la regarda pas. « Marc vous attend probablement. »« Benoît ?»« Non, Camille. » Il posa sa tasse avec plus de force que nécessaire. « Ne me dites pas que vous hésitez. Ne me mentez pas. Je l'ai vu dans vos yeux hier. Cette étincelle quand il a parlé de reconnaissance, de grandeur. Et alors, elle s'approcha de lui. « J'ai le droit de réfléchir, non ? Bien sûr. Mais moi, j'ai le droit de me protéger. » Il se dirigea vers la porte, mais elle lui barra le passage. « Où allez-vous ? Voir Marc, lui dire de partir. Vous évitez de faire un choix douloureux. Ce n'est pas à vous de décider. » Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Benoît haussa la voix. « Heurez-moi dans tout ça. Moi qui ai passé la nuit à me dire que j'avais été fou de croire qu'une femme comme vous pourrait se contenter d'une vie comme la mienne. Une femme comme moi ?» Camille sentit la colère monter. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Brillante, talentueuse, faite pour les projecteurs. » Sa voix se brisa légèrement. « Pas pour s'enterrer avec un veuf qui a mis 3 ans à réapprendre à sourire. » Camille le gifla. Pas fort, mais assez pour qu'il se taise et la regarde enfin. « Ne me dites jamais plus ce qui est bon pour moi. » Ses yeux brillaient de larmes de rage. « Vous croyez que je ne sais pas qui je suis, que je ne sais pas ce que je veux. Alors dites-le-moi, qu'est-ce que vous voulez ?» La question claqua entre eux comme un défi. Camille prit une inspiration profonde, et soudain, tout devint clair. « Je veux quelqu'un qui me regarde comme si Gige était précieuse, pas comme un trophée à exhiber. Je veux cuisiner par amour, pas par obligation. Je veux... » Sa voix se radoucit. « Je veux quelqu'un qui tremble à l'idée de me perdre, pas quelqu'un qui me prend pour acquise. » Benoît la regardait, suspendu à ses lèvres. « Je veux vous, » murmura-t-elle, « vous et cette vie qu'on construit ensemble. Vous et vos silences, vos peurs, votre façon de mettre la table comme si C était un rituel sacré. Je veux ce château,
ce village, cette paix que je n'avais jamais connue avant. Et votre carrière? Vos ambitions? Mes ambitions? Elle sourit à travers ses larmes. Mon ambition, c'est de être heureuse. Mon ambition, c'est de vous aimer sans me perdre. Mon ambition, c'est de transformer cette cuisine en un endroit où les gens viennent chercher du réconfort, pas de la performance. Benoît fit un pas vers elle, incertain. Vous en êtes sûr? Aussi sûr que j'ai été bête de douter. Elle tendit sa main vers lui. Venez avec moi. Il prit sa main et elle l'entraîna vers l'entrée, puis dehors, vers le village. À l'hôtel, Marc les attendait dans le hall, déjà habillé, sa valise à côté de lui. Il sourit en les voyant arriver main dans la main. « Ah, le couple parfait. Alors, Camille, ta décision ?»« Je reste, dit-elle simplement. Le sourire de Marc s'effaça. « Tu fais une erreur. Tu gâches ton talent. Dans 5 ans, tu le regretteras. Peut-être, mais ce sera mon choix. Et mes regrets, s'il y en a, je les assumerai. » Marc la regarda longuement, puis haussa les épaules avec ce détachement cynique qu'elle lui connaissait bien. « Très bien. Quand tu en auras assez de jouer à la petite ménagère, tu sais où me trouver. » Il prit sa valise et se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, Camille, cette critique du Figaro, elle parlait de moi, pas de toi. » Il sortit, laissant derrière lui ce dernier mensonge cruel qui, étrangement, fit rire Camille. Comment avait-elle pu aimer quelqu'un d'aussi mesquin? Benoît serra sa main plus fort. « Ça va? Ça va. » Elle se tourna vers lui, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. « Rentrons à la maison. J'ai un déjeuner à préparer pour l'homme que j'aime. » Et pour la première fois depuis longtemps, le mot « maison » avait enfin un sens. L'amour véritable ne se déclare pas seulement avec des mots, mais avec des gestes qui transforment le quotidien en poésie. 6 mois s'étaient écoulés depuis le départ définitif de Marc. 6 mois pendant lesquels Camille et Benoît avaient appris à construire quelque chose de nouveau sur les ruines de leurs anciennes vies. Le château avait retrouvé une âme. Les jardins refleurissaient sous les soins patients de Benoît, et la cuisine résonnait à nouveau de rires et de conversations. Ce matin-là, Camille se réveilla avec une sensation étrange, comme si quelque chose d'important l'attendait. Dehors, le printemps breton déployait ses premiers charmes. Les pommiers du verger bourgeonnaient, les jonquilles perçaient timidement la terre encore humide, et l'air portait cette douceur particulière des promesses tenues. Dans la cuisine, elle trouva un mot de Benoît posé près de la cafetière. « Rejoins-moi dans le jardin quand tu seras prête. J'ai quelque chose à te montrer. » B. Intriguée, elle prépara 2 tasses de café et sortit par la véranda. Benoît l'attendait près du vieux pommier centenaire, celui qui dominait le jardin de sa stature majestueuse. À ses pieds, il avait aménagé un petit espace avec une table de jardin en bois brut et 2 chaises dépareillées qu'il avait restaurées lui-même. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'approchant. « Notre nouvelle salle à manger D&T, répondit-il avec ce sourire timide qu'elle adorait. J'ai pensé que nous pourrions prendre nos repas ici quand il fait beau. » Camille posa les tasses sur la table et regarda autour d'elle. Il avait planté des herbes aromatiques dans de vieux pots en terre cuite, installé une guirlande de petites ampoules dans les branches basses de l'arbre, créé un véritable petit paradis où il pourrait savourer les soirées des étés. « C'est magnifique, » murmura-t-elle, émue par tant d'attention. Ce n'est pas tout. Il sembla soudain nerveux, tripotant quelque chose dans sa poche. « Camille, ces 6 derniers mois, tu as transformé ma vie. Tu as ramené la lumière dans cette maison. Tu m'as ramené à la vie. » Elle sentit son cœur s'accélérer. Il y avait dans sa voix quelque chose de solennel, d'important. « Benoît, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je sais que nous n'avons jamais parlé d'avenir, que nous vivons au jour le jour, et c'est bien. Mais moi, j'aimerais que notre histoire ait un avenir. » Il sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu marine. Pas une bague de fiançailles clinquante, mais un simple anneau en or blanc orné d'une petite émeraude. La couleur de ses yeux, comme il le lui expliqua plus tard. « Je ne te demande pas de m'épouser, » dit-il rapidement, voyant sa surprise. « Pas encore. Je te demande si tu accepterais de porter cette bague en attendant qu'on soit tous les 2 prêts pour le mariage, comme une promesse. » Camille regarda la bague, puis son visage, et soudain, elle éclata en sanglots. Mais ces étaient des larmes de joie, de soulagement, d'amour débordant. « Oui, » murmura-t-elle entre ses pleurs. « Oui, bien sûr que oui. » Il glissa la bague à son doigt avec des gestes tremblants, des émotions. Elle s'adaptait parfaitement, comme si elle avait été créée pour elle. « Comment tu savais, pour la taille ?» « Brigitte. » Il sourit. « Je lui ai téléphoné la semaine dernière.
Elle m'a dit que tu avais l'habitude de faire tourner ton alliance imaginaire autour de ton annulaire quand tu réfléchissais. Elle a estimé la taille. Tu as appelé Brigitte? Je voulais sa bénédiction. Elle m'a dit que si je te rendais malheureuse, elle viendrait personnellement me faire avaler ses crêpes les plus ratées. Camille rit à travers ses larmes. Cette attention, cette délicatesse, cette façon qu'avait Benoît de penser à tout. Comment avait-elle pu douter un seul instant? Je t'aime, dit-elle en se jetant dans ses bras. Je t'aime tellement que ça me fait peur parfois. Moi aussi j'ai peur, avoua-t-il en la serrant contre lui. Peur de te décevoir, peur de ne pas être assez. Tu es tout ce dont j'ai besoin, l'interrompit-elle. Tu es ma paix, ma joie, ton quoi? Mon chez-moi. Ils s'embrassèrent sous le pommier en fleurs, et pour la première fois depuis le début de leur histoire, ce baiser n'avait rien de timide ou d'hésitant. Était un baiser de promesse, d'engagement, d'avenir partagé. Quand ils se séparèrent, Benoît posa son front contre le sien. « Alors, madame la future madame Renaudin, qu'est-ce qu'on mange pour célébrer ça? Des crêpes ?» répondit-elle sans hésiter. « En l'honneur de Brigitte qui nous a appris à apprivoiser nos peurs. Et après, on va écrire à Brigitte pour l'inviter au mariage, parce que maintenant, elle regarda la bague qui brillait à son doigt. Maintenant, j'ai hâte d'être ta femme. » Ce jour-là, sous le pommier centenaire du château Renaudin, deux cœurs brisés découvrirent qu'ils pouvaient guérir ensemble et construire quelque chose de plus beau que ce qu'ils avaient perdu. 2 ans plus tard, elle, été breton, déployait ses plus beaux atours sur Tréhélen-sur-Mer. Dans le jardin du château Renaudin, une vingtaine de convives étaient rassemblés autour de grandes tables dressées sous les pommiers centenaires. Des guirlandes de fleurs sauvages couraient entre les branches et l'air embaumait le miel et la lavande. Camille Renaudin, elle portait ce nom depuis 6 mois maintenant, émergea de la cuisine portant un plateau de sa spécialité, des tartes fines aux légumes du potager qu'elle avait créé derrière le château. Son tablier était taché de terre et de farine, ses cheveux échappèrent de son chignon, et elle n'avait jamais été aussi rayonnante. Madame Camille, l'interpella Madame Clémentine, la boulangère. Cette tarte aux courgettes et chèvres frais, c'est un délice. Mon mari en redemande depuis la semaine dernière. Camille sourit en disposant les parts sur la table. Tous les dimanches, elle organisait ses déjeuners ouverts aux habitants du village. Ce qui avait commencé comme un simple repas dominical était transformé en institution locale. Les gens venaient de villages voisins pour goûter sa cuisine généreuse et authentique. « Où est passé mon mari ?» demanda-t-elle à Brigitte, venue spécialement de Concarneau pour l'occasion. « Là-bas, avec les enfants », répondit la vieille dame en désignant le fond du jardin. Benoît était agenouillé près du potager, expliquant à 3 enfants du village comment reconnaître les radis prêts à être récoltés. Il avait troqué ses costumes d'avocat contre des chemises en lin et des pantalons de toile, et cette transformation physique reflétait parfaitement son évolution intérieure. « Oncle Benoît, pourquoi les carottes poussent dans la terre et pas sur les arbres ?» demanda la petite Manon. 6 ans, les mains pleines de terre, parce que chaque légume a sa place, ma puce. Comme chaque personne, certaines ont besoin de lumière, d'autres préfèrent l'ombre, et c'est ça qui fait la beauté d'un jardin. Camille l'observait de loin, le cœur gonflé de tendresse. Qui aurait cru que cet homme silencieux et mélancolique deviendrait si patient avec les enfants, si généreux de son temps et de ses connaissances? Camille, l'appel venait de la terrasse. Un couple de Parisiens qu'elle ne connaissait pas descendait vers le jardin, visiblement enchanté. « Ça, nous sommes les Dubois », expliqua la femme. « Nous séjournons au village pour le week-end, et Madame Clémentine nous a dit qu'il fallait absolument goûter votre cuisine. Nous tenons un guide gastronomique, » ajouta l'homme. « Nous recensons les tables authentiques de France. Votre cuisine, elle raconte une histoire. » Camille sentit une petite pointe d'orgueil, son ancienne ambition qui refaisait surface une seconde. Puis elle regarda autour d'elle. Brigitte qui riait avec les enfants, les voisins qui partagèrent leurs nouvelles, Benoît qui s'approchait en portant un panier de légumes fraîchement cueillis. « Merci », dit-elle simplement au journaliste, « mais je ne cherche pas la notoriété. Je cherche juste à nourrir les gens que j'aime. » Benoît arriva à sa hauteur et posa naturellement son bras autour de sa taille. Ce geste, devenu si naturel, la fit encore frissonner de bonheur. « Tout va bien ?» murmura-t-il. « Tout va parfaitement. Même sans les étoiles au guide, sans la reconnaissance parisienne ?» Elle se tourna vers lui, amusée qu'il ait entendu la conversation. « Tu sais ce que j'ai compris? Les vraies étoiles, elles ne sont pas dans les guides. Elles sont là. » Elle désigna les visages souriants autour d'eux, dans les yeux des gens qui repartent le ventre plein et le cœur content.
Madame Camille, Monsieur Benoît. Les enfants accouraient vers eux. On peut avoir encore de la tarte aux pommes? Bien sûr. Camille rit en les voyant se ruer vers la table des desserts. Le soir venu, quand les derniers invités furent repartis et que la vaisselle fut rangée, Camille et Benoît s'installèrent sur leur banc face aux falaises. C'était devenu leur rituel. Regarder le soleil disparaître dans l'océan en buvant une tisane de menthe du jardin. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit, le jour où tu es revenu ?» demanda Benoît en prenant sa main. « Que nous pourrions apprivoiser nos peurs ensemble. »« Je m'en souviens. Eh bien, je crois qu'on y est arrivé. » Camille observa l'horizon où le ciel se teintait de rose et d'or. Il avait raison. Ses peurs s'étaient muées en force, ses blessures en sagesse. Elle ne craignait plus d'aimer ni d'être aimée. Elle ne doutait plus de sa valeur ni de ses choix. « Benoît? Oui, je veux un enfant. » Il se tourna vers elle, surpris par cette déclaration soudaine. « Maintenant? Pas maintenant, rit-elle. Mais bientôt. Je veux transmettre tout ça, cette paix, cette joie, ces dimanches au jardin, à quelqu'un qui portera nos deux noms et nos deux histoires. » Benoît la regarda longuement, puis porta sa main à ses lèvres. « Alors faisons un enfant qui aura tes yeux et mon têtu caractère breton, et qui saura cuisiner comme sa maman et jardiner comme son papa, et qui grandira en sachant que l'amour, le vrai, ce n'est pas celui qui fait mal, mais celui qui fait grandir. » Cette nuit-là, blottie contre Benoît dans leur grand lit du château, Camille pensa à toutes ces femmes qui, comme elle, cherchaient encore leur place dans le monde. Elle aurait voulu leur dire que, parfois, il faut perdre sa route pour trouver son chemin, que parfois, le bonheur se cache dans les endroits les plus inattendus, et que l'amour véritable, celui qui guérit et construit, vaut tous les succès du monde. Dehors, la mer chantait sa mélodie éternelle contre les rochers, et dans la cuisine du château, sur le plan de travail, un carnet de recettes ouvert portait ces mots tracés de sa main. Recette du bonheur, prendre 2 cœurs brisés, les laisser guérir lentement, ajouter de la patience, une pincée de courage et beaucoup d'amour, laisser mijoter à feu doux jusqu'à obtenir une vie parfaitement dorée, servir avec générosité et partager sans modération. Et vous, auriez-vous eu le courage d'abandonner une carrière prometteuse à Paris pour un amour incertain en Bretagne? Ou pensez-vous que Camille a fait le bon choix en privilégiant le bonheur simple plutôt que l'ambition? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.